in the madness. The people is giving the damage. Les complications ou le risque de complications neurologiques post-opératoires sont un sujet d'angoisse pour l'anesthésiste, surtout lorsque celles-ci surviennent après une chirurgie réalisée sous anesthésie loco-régionale périphérique. La responsabilité de l'anesthésie loco-régionale est souvent mise en cause. Or, il faut savoir que les symptômes neurologiques post-opératoires sont plus souvent imputés à la chirurgie qu'à l'anesthésie loco-régionale. La fréquence des complications neurologiques après chirurgie est estimée entre 3 et 30 pour 10 000 actes de chirurgie. La fréquence de neuropathie post-opératoire la plus élevée se retrouve en chirurgie orthopédique, là où nous réalisons le plus d'anesthésie loco-régionale, et notamment en chirurgie du genou. En ce qui concerne la responsabilité de l'anesthésie loco-régionale périphérique, dans la survenue de complications nerveuses post-opératoires, il est tout aussi difficile de retrouver un chiffre constant, tant les études montrent des chiffres très variables. Actuellement, l'incidence des déficits neurologiques permanents est 2 à 4 pour 10 000 blocs réalisés, quelle que soit la technique de repérage utilisée, la neurosimulation ou l'éco-guidage. L'incidence des déficits neurologiques transitoires varierait selon le site de réalisation du bloc. Il serait de 2,84% pour le bis, 1,84% pour le bax et 0,34% pour le bloc fémoral. Comment expliquer ces variations d'incidence et comment explique-t-on le faible taux de déficit neurologique permanent par rapport à celui des déficits neurologiques transitoires? C'est par l'observation histologique des nerfs dans ces différentes régions de notre organisme que l'on va trouver l'explication. Avant de vous parler des différents mécanismes de lésion des nerfs périphériques, je vais donc vous faire un bref rappel anatomique et je vous conseille de regarder la vidéo du Dr Thierry Garnier. Le tissu conjonctif autour des fibres nerveuses s'appelle l'endonèvre. On y retrouve des vaisseaux sanguins nourriciers parallèles aux fibres nerveuses. Ces éléments entourés d'une membrane peu perméable, appelée périnèvre, forment les fascicules. Le périnèvre, c'est une gaine conjonctive, dense, épaisse, qui protège l'intérieur du fascicule des phénomènes de pression et de toute agression chimique ou de modification de l'osmolarité. Il maintient ainsi une pression constante et l'homéostasie de l'endonèvre. Toute effraction du périnèvre, même minime, sans lésion directe des fibres nerveuses, entraîne une rupture d'équilibre entre endonèvre et épinèvre, avec une réaction inflammatoire aiguë qui a des conséquences locales sur les fibres nerveuses et leur gaine de myéline. L'épinèvre, dans l'espace périfasciculaire, est un tissu conjonctif lâche, plus ou moins riche en cellules adipeuses, en fibres collagènes, en fibroblastes, en macrophages. On y trouve aussi des vaisseaux lymphatiques et un vaisseau vasculaire anastomotique, les vasa nervorum. Ces vaisseaux sanguins de l'épinèvre communiquent avec les vaisseaux de l'endonèvre. Ce tissu conjonctif lâche permet le glissement des fascicules et amortit les phénomènes de pression qui peuvent s'exercer sur les fascicules et les vasa nervorum. Les fibres collagènes de l'épinèvre se condensent à la surface du nerf périphérique pour former une mince enveloppe appelée épinèvre ou névrilemme. Cette épinèvre peut être doublée pour certains nerfs d'une autre gaine, le paranèvre, comme par exemple pour le nerf sciatique qui est formé de 2 nerfs, le tibial et le fibulaire, et le nerf médian qui est formé de 2 faisceaux, le faisceau antérolatéral et le faisceau antéromédial. Le nombre de fibres nerveuses dans un fascicule est variable. Le nombre de fascicules dans un nerf est lui aussi variable. Et la proportion de tissu conjonctif interfasciculaire, riche en cellules adipeuses, varie de l'origine du nerf partant du névrax vers l'extrémité du membre. C'est la densité de fascicules et la pauvreté en tissu conjonctif interfasciculaire dans un nerf qui va être responsable de sa vulnérabilité. Proche du névrax, les troncs nerveux ont une densité importante de fascicules par rapport au tissu conjonctif interfasciculaire. Ils sont donc plus vulnérables à l'étirement et au phénomène de compression. Plus les nerfs cheminent vers les extrémités des membres, moins les fascicules sont nombreux et plus le tissu conjonctif interfasciculaire se charge sans cellules adipeuses. Ayant une proportion plus importante de tissu interfasciculaire en distalité, le risque de lésion traumatique d'un fascicule par l'aiguille est diminué. Ce qui explique que le risque de survenue de neuropathie post-opératoire par l'aiguille soit plus important avec un bloc interscalénique qu'avec un bloc axillaire qui lui a 4 nerfs principaux et donc 4 fois plus de risque de lésion nerveuse, voire aussi avec un bloc du nerf fémoral riche en tissu conjonctif de soutien avec ses différents nerfs étalés. Les lésions neurologiques post-opératoires peuvent revenir de plusieurs mécanismes associés ou non et peuvent être de cause chirurgicale, anesthésique ou liées aux comorbidités du patient. De l'extérieur vers l'intérieur du nerf, quels sont ces mécanismes responsables de lésions neurologiques? Un premier mécanisme, l'étirement. L'étirement peut provoquer des déchirures nerveuses ou des hémorragies intraneurales lorsque le patient est mis dans une position qu'il ne tolérerait pas sans anesthésie, qu'elle soit générale, périmédulaire ou loco-régionale périphérique. Les nerfs et les fascicules, par leur aspect ondulé, ont une relative tolérance à l'étirement. Cet étirement
peut n'entraîner que des neuropathies passagères, à condition que celui-ci ne soit pas brutal et exagéré. Un autre mécanisme, l'ischémie du nerf par hyperpression. L'hyperpression entraîne une ischémie du nerf lorsqu'elle est supérieure à la pression d'occlusion capillaire. Cette ischémie provoque un œdème du nerf avec conservation des structures et du squelette du nerf. La récupération est alors plus ou moins longue. Les conséquences sur la survenue et la durée des lésions neurologiques dépendent de la durée d'occlusion et de la vitesse de compression. Cette hyperpression peut être aussi extraneurale, comme par exemple la mise en place d'un garrot pneumatique, une compression d'un nerf par une mauvaise installation du patient, un appui non contrôlé régulièrement d'un membre bénéficiant d'une analgésie continue par cathéter périnerveux, un syndrome des loges ou un hématome périnerveux. Les signes de neuropathie post-opératoire peuvent alors être immédiats ou bien retardés de quelques heures ou quelques jours, comme par exemple la compression nerveuse cicatricielle d'un hématome périnerveux qui s'est résorbé en 3 jours. Une chirurgie de décompression est alors nécessaire. Les lésions neurologiques peuvent être minimes si la durée de compression est courte ou bien beaucoup plus grave avec une longue période de récupération en cas de retard de diagnostic. Et parfois, la lésion est définitive. Cette hyperpression peut être intraneurale, dans l'espace interfasciculaire de l'endonèvre par injection d'un gros volume d'anesthésique locale et compression des vaisseaux intraneuraux ou bien par des lésions des vasa nervorum et formation d'un hématome intraneural. L'ischémie peut être accentuée par l'utilisation de produits vasoconstricteurs ou chez des patients ayant déjà des comorbidités avec une microvascularisation perturbée, comme on le voit avec un diabète, une hypertension artérielle ou un tabagisme. Un mécanisme neurotoxique peut aussi engendrer des lésions. L'utilisation d'anesthésiques locaux concentrés ou un contact accidentel péropératoire de solutions antiseptiques non adaptées au contact d'un nerf entraîne à ce moment-là une réaction inflammatoire aiguë ou chronique de fibrose. Enfin, le mécanisme le plus profond, le franchissement du périnèvre. Les fractions du périnèvre par l'aiguille d'anesthésie, une broche, une vis, le bistouri, peuvent avoir comme conséquence une rupture totale ou partielle d'un ou plusieurs fascicules. L'injection intrafasciculaire par l'aiguille est la plus redoutée, surtout si elle est réalisée avec une forte pression, un gros volume, avec une aiguille de gros calibre. Elle entraîne une section des fibres nerveuses, une ischémie locale par lésion des vaisseaux de l'endonèvre, une neurotoxicité directe sur les fibres restantes et donc une réaction en chaîne de dégénérescence axonale valérienne. La récupération est aléatoire et nécessite ou non une microchirurgie réparatrice. Les complications neurologiques après chirurgie sous anesthésie loco-régionale périphérique nécessitent de faire la distinction entre celles qui sont liées à la réalisation d'un bloc périphérique et celles revenant à la chirurgie, avec comme facteur déclenchant ou aggravant la présence de comorbidité des patients. Dans certains cas, plusieurs facteurs sont liés pour engendrer des lésions nerveuses périphériques. Pour des problèmes médico-légaux de responsabilité partagée entre chirurgien et anesthésiste, je ne saurais trop vous mettre en garde en vérifiant la position de vos patients sur la table d'opération afin d'éviter les problèmes de compression ou d'étirement par exemple des étriers, une tétière ou des épaulières. En vérifiant également la position et la pression du garrot, en notant l'heure de pause et de décompression, en soulignant que vous n'êtes pas d'accord avec la pression exercée si celle-ci vous paraît trop exagérée. Vérifiez vous-même les solutions d'anesthésiques locaux dans les cupules afin de ne pas les confondre avec des antiseptiques non colorés. Réalisez un interrogatoire pré-anesthésique en notant les comorbidités du patient, traitement anticoagulant, neuropathie diabétique, hypertension, alcoolisme avec ses carences vitaminiques, chimiothérapie récente, radiothérapie et fibrose donc dans la zone de réalisation du bloc. Faites un examen concis pré-anesthésique des lésions nerveuses en cas de traumatisme. Utilisez le repérage échographique avec ou sans neurosimulation associée afin de contrôler votre aiguille et éviter l'injection intraneurale intrafasciculaire qui donne le plus de lésions permanentes. Votre injection autour de l'épinèvre ou sous le paranèvre doit se faire progressivement en commençant par les nerfs les plus profonds, lentement, avec de petits volumes, sans douleur et sans résistance, en évitant les ponctions vasculaires et surtout les ponctions artérielles responsables d'hématomes. Pour vous rassurer quand même, après 35 années d'anesthésie loco-régionale périphérique, je vous fais part de mon expérience de plus de 35 000 blocs. Bien qu'ayant assisté avec mes collègues à toutes les lésions décrites dans cet exposé, je n'ai eu à déclarer à mon assureur qu'une seule neuropathie définitive sur un nerf médian lors d'un bloc axillaire. Mais c'était en 1990 avec un vieux neurosimulateur chez un patient sédaté en utilisant les premières aiguilles pointues à biseau long et tranchant. Et ça, c'est une autre histoire, c'est du passé.
Je vous remercie de votre attention et avec cet exposé, j'espère que vous resterez vigilants lors de la réalisation de vos anesthésies loco-régionales.